qui va dire, mais il faut même que l'école commence vite, hein, elle va à l'école là-bas. Donc, en fait, elle n'a pas de mission. Au lieu de prendre les orientations de son homme pour encadrer la fillette, qu'elle grandisse, non, elle trouve dessus. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'elle veut même se marier? Est-ce qu'elle sait même ce qu'on appelle mariage? Bonne question. Voilà, donc elle vient poser des problèmes à l'envers, en disant qu'on va juger la tyrannie de l'homme parce que le grand n'a pas. Non. En fait, ce n'est pas la fillette que l'homme gronde, c'est elle que l'homme gronde. Je t'ai dit que cet enfant, elle joue, oui, les enfants s'amusent, c'est normal. C'est pour ça qu'on leur apprend de s'aimer. Mais il faut un encadrement. Voilà. Il faut un encadrement pour chaque enfant. Parce que l'homme, lui, l'observe une fois, bon, après il va laisser. Ouais. Quand il va dire que, bon, madame, je t'ai dit, c'est bon, que tu voulais. Si c'est pour l'enfant, et en plus, ça va causer un problème. Quand ils vont se marier, quel est le statut de cet enfant? Vous pouvez voir, cette femme n'est pas prête à se séparer de cet enfant, qui n'est même pas le sien, qui est l'enfant de son papa. Parce que le père de l'enfant, on n'en parle pas. A-t-elle accouché avant d'aller en mariage? Voilà donc comment les familles deviennent désorganisées parce que nos filles aujourd'hui ne veulent rien apprendre. Elles pensent qu'elles ont tout compris, elles connaissent tout. Donc, Bonbon Bengan, bon point de vue ce matin, et vous devriez comprendre Bonbon en même temps qu'il lui penche encore pour une éducation sociale, bien ficelée, bien organisée, bien encadrée pour chaque enfant. Mais avez-vous Chalamen Batou, on a envie de comprendre véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre une femme qui a déjà un enfant et qu'on veut encadrer, recadrer cet enfant, du moins l'enfant qu'elle a fait avec un autre homme, c'est par amour pour la mère aussi qu'on le fait. Mais si la mère n'est pas adéquate à écouter, ça peut avoir des frictions quand même dans votre relation et peut-être vous amener à la prédiction tous les deux. Monsieur Michel Gachou, vous avez formulé votre question à l'occidental. Je vais vous répondre à l'africaine. Ce monsieur est un monsieur frustré. C'est un monsieur extrêmement, je veux dire, gêné de ceci que la femme ne l'a pas intégré dans la vie de l'enfant. Pourquoi je le dis? Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire un enfant avec une autre femme. Il y a des femmes qui le font même dans leur foyer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui a fait 2, 5, 6, 7 enfants avec une femme. La femme est là. L'homme lui dit, écoute, ce week-end, chérie, il faut qu'on sorte, on aille s'amuser. Il dit, non, non, je reste avec les enfants, va. Sors, va t'amuser, ça ne me dérange pas. L'homme est à la maison. C'est à peine si la femme regarde l'homme. Si l'homme existe, elle est plus avec les enfants. Ça frustre tellement certains hommes. Et je peux vous dire qu'avec le confinement à l'heure actuelle, je n'imagine pas ce que beaucoup d'hommes souffrent, vivent en ce moment, monsieur Michel Gachou. J'ai dit au Cameroun, ce que le confinement promet. Ceux qui ont choisi ce confinement, l'autoconfinement. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui profitent de ce moment pour se rendre compte qu'ils ont été loin de leurs enfants, que la femme a créé une barrière entre eux et les enfants. Ça, c'était un cas que je prenais pour dire que, vous voyez, l'homme rentre dans la vie de la fille, parce qu'elle n'est pas encore mariée, de la fille, et qui a un enfant, il se rend compte que la fille est plus proche de son enfant que de lui, à la maison. Or, la femme qui est le ministre de l'Intérieur, la femme qui coiffe et qui chapeaute la maison, devait provoquer la relation, devrait provoquer l'amour, devrait provoquer, on va dire, une sorte de sympathie. Alors, l'homme, quand il se retrouve dans cette position, qu'est-ce qu'il fait l'obligé de poser? C'est mauvaise humeur. L'enfant en train de trop jouer. Tu cajoles trop cet enfant. Tu as trop de temps pour cet enfant. En fait, c'est la frustration que l'homme ressent, qu'il transpose involontairement. Je peux vous rassurer. Ça pose involontairement. son éducation. Malheur à cet homme si l'enfant connaît son père. Ah, il y a des enfants que lorsqu'ils connaissent son père, je peux vous assurer que chaque acte que vous posez, soit il vous rappelle qu'il va dire à son père, soit il vous rappelle que tu n'es pas mon père. Il peut ne pas le dire parce que l'enfant a 6 ans, mais dans les attitudes que l'enfant pose, lorsque vous essayez de grandir, il y a dans les bras de sa mère, il court se cacher, l'enfant vous démontre un ensemble de choses qui prédisposent et frusтрent encore l'homme. Donc je pense que, comme Bambok l'a dit, cette femme a un sérieux problème. Elle n'est pas prête pour le mariage. Il faudrait qu'elle intègre la composante enfant et son mari.
C'est-à-dire, à un moment donné, dire à l'enfant, attention, tu fais, papa va gronder. Ça peut être que l'enfant ait dit à l'enfant que tonton Paul va te gronder. Vous savez qu'il y a une différence. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes et dont son enfant continue d'appeler le monsieur avec qui il avait se marier tonton Paul. Ce n'est pas papa Paul, c'est tonton Paul. À l'école, on lui dit que papa, c'est ton père qui t'a mis au monde et tonton Paul s'appelle le grand frère. Donc vous voyez, les appellations même jouent véritablement à l'intérieur. Il y a des enfants, parce qu'ils connaissent leur papa, ne va jamais appeler quelqu'un d'autre papa, quel que soit ce que vous allez faire. Donc je crois que c'est un problème d'éducation. Il faudrait que la femme revienne encore aux fondamentaux. Charles Amel Battu ce matin, merci pour ce point de vue. Et on va quand même se retourner aussi vers vous, Karine Santia, pour mieux comprendre ça. C'est une femme, c'est un enfant, c'est un souci d'éducation, c'est l'homme qui est frustré, comme le dit Charles Amel Battu, qui probablement peut être frustré. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas aussi justifier le fait que cette fille a eu une mauvaise éducation? Non. Pourquoi non brutalement comme ça? Questionnez pas l'éducation de cette fille, vraiment pas du tout. Alors, un enfant de 6 ans, ça bouge, ça bavarde, ça casse les plats, ça pose les questions à tout va. Je dis, un enfant de 6 ans qui ne fait pas ça, posez-vous des questions. Si vous avez un enfant de 6 ans qui ne casse pas les plats, qui ne bavarde pas, qui ne pose pas les questions tout le temps et à n'importe qui, sachez que cet enfant a un problème. Ceci est dit, l'histoire de ce mastin nous enseigne ce qui est à l'envers. C'est-à-dire quoi? Quand une femme veut intégrer la vie d'un homme qui a un enfant, la première composante, c'est d'abord d'aguicher l'enfant. C'est pareil pour les hommes. c'est-à-dire que c'est pareil l'homme doit pour aguicher les l'enfant. hommes. La mère ne doit pas jouer son rôle également d'amener l'enfant vers le monsieur? Laissez-moi continuer mon argumentaire. Très bien. C'est pareil pour les hommes. Quand vous entrez dans la vie de quelqu'un qui vit déjà en couple avec son enfant, vous avez l'obligation, si vous voulez vraiment cette femme, d'intégrer la composante enfant dans sa vie. Si vous choisissez d'être un père pour cet enfant, admettez que l'enfant fasse partie de votre vie. Parce que la manière que l'histoire nous est racontée montre que l'homme tient cet enfant à distance. C'est-à-dire qu'il établit une distance entre lui et l'enfant. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est normal que même quand il va même entrer dans une pièce, que l'enfant s'enfuit. Ça peut arriver. L'enfant est bavard, c'est naturel. Mais il n'y a pas à vouloir renvoyer l'enfant. Non. Vous venez d'entrer dans sa vie, vous n'avez pas intérêt à ce qu'elle ne vous aime pas. Vous devez d'abord l'accepter comme elle est, cet enfant-là, l'accepter d'abord comme ça. Et progressivement, vous allez intégrer dans la vie de cet enfant des limites. C'est comme ça que ça se passe. On ne coupe pas, on ne sèvre pas l'enfant brutalement. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie d'un enfant et que l'enfant vous connaît seulement parce qu'à l'âge de 6 ans et vous pensez que vous allez devoir tout changer dans sa vie parce que vous êtes un homme. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des critères d'acceptation. C'est pour ça que je dis souvent, l'enfant est la seule personne qui donne le nom à quelqu'un. Quand vous venez devant lui comme un tonton, c'est tonton qui va vous donner comme nom. Si vous venez devant lui comme un papa, il va vous appeler papa. Mais si vous venez devant lui comme le père d'eux, vous appelez le père d'eux. Donc, il y a des critères qui vous permettent à vous d'être accepté par un enfant. Et maintenant, à partir de là, il pourra, si l'enfant l'accepte, introduire ses propres règles de papa dans la vie de cet enfant pour que ça marche. Maintenant, moi, je suis un peu peinée de voir que la maman, lorsqu'elle veut aller faire une semaine chez le gars, elle part avec son enfant. Elle n'a pas imposé cet homme à son enfant comme ça. Elle n'a pas à le faire. Elle n'a pas à le faire. Quand le monsieur vient chez elle pour une semaine, là, c'est bon. Mais qu'elle porte l'enfant et elle l'aille chez lui, je ne peux pas partager cet avis. Vous savez, dans les relations humaines, on n'impose pas quelqu'un à une autre personne. Tout est fonction de négociation. Elle doit laisser l'enfant à qui? C'est la question. Elle laisse l'enfant à qui en partant? Elle n'a pas de famille. Je ne sais pas. Elle ne peut pas imposer cet enfant à cet homme-là. Elle ne peut pas imposer cet enfant à cet homme-là. Si l'homme veut accepter l'enfant, il l'acceptera. Mais elle n'a pas à trimballer l'enfant. Et quand elle arrive là-bas, l'homme dit qu'il ne voulait même pas là-bas. Peut-être qu'il voulait passer un peu de temps avec elle. Et il voit que l'enfant est en train de courir tout le temps autour de sa maman. Ainsi de suite. Il commence à voir l'enfant. L'enfant l'énerve seulement. L'enfant devient son rival, son ennemi. Parce qu'il trouve qu'il ne passe pas assez de temps avec cette femme. Donc, moi, je me dis que dans ce genre de relation, laissez la personne qui est en face de vous trouver l'orientation de la relation qu'il veut avec votre enfant. C'est-à-dire on n'impose pas. La fille en question. Oui, on n'impose pas l'enfant à quelqu'un. Un homme qui vous accepte
accepte votre enfant sans obligation. Parce que je vais vous dire, si vous obligez cet homme et que vous placez cet enfant en condition dans votre relation se finira à cause de cet enfant. Très bien. C'est compris. Charles Amen Bachou, vraiment, on va aller très vite. Vraiment, Monsieur en Michel une Gachou, minute, ici, vraiment là, respecter ce la n'est pas minute. le problème que l'homme n'accepte pas l'enfant. Oui. La mère dit qu'il gronde l'enfant. Ce n'est pas accepté. Parce que là, l'homme accepte l'enfant, mais on parle de gronder. Et que l'homme gronde trop, elle se sent trop frustrée. Non, je suis désolé. Quand vous entrez dans une maison, monsieur Michel Gachou, c'est la maman qui facilite, même avec vos propres enfants. Vos propres enfants, c'est la femme qui facilite. En disant, n'est-ce pas votre père rentré? Vous ne sortez pas salé, ramasse la main, prends les sous de ton père. C'est la femme. Quand on le dit ici, les femmes ont l'impression qu'on raconte. C'est la femme qui... Papa est rentré, va accueillir. Vous savez, je vais vous dire, même avec ses propres enfants, parfois, le père entre en conflit. Est-ce que vous savez, avec la femme? Même avec votre propre femme à la maison, vous entrez en conflit parce que vous avez grondé, la maman veut chouchouter. Beaucoup de personnes, il y a des soirées où l'homme veut se retrouver seul avec sa femme. C'est le soir, l'enfant dit que je dors avec maman. Lorsqu'il veut pousser, ça commence les pleurs. Le père s'impose, il fait sortir, l'enfant résiste. Mais les gens peuvent vous raconter ce qu'ils vivent. Donc je vous dis, Karine prend au premier degré. C'est important de dire la femme doit créer le lien. Une femme qui répond à son mari devant l'enfant. L'homme gronde, la mère gronde le père. C'est terminé, on a bafoué les éducations. Elle doit créer la relation avec ce monsieur. Donnons l'occasion à Dominique Audrey. Karine, donnons l'occasion à Dominique Audrey de nous donner son avis sur la situation, sur l'histoire du jour. Dominique Audrey, vous jetez peut-être pas la pierre, mais vous donnez quand même votre avis. Comment appréciez-vous la situation? Il faut au moins protéger l'enfant d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a déjà au moins un enfant dans cette relation-là. Oui, c'est clair. Alors, moi, je jette la pierre sur les différents conjoints, les différentes personnes qui ont des enfants et décident de se lancer dans les relations. Lorsqu'on se met dans une relation avec quelqu'un et qu'on a un enfant, il faut prendre le temps d'asseoir la relation avant de mettre votre enfant en contact avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec des jeunes femmes qui multiplient les pères auprès de leurs enfants. Elle a un enfant aujourd'hui, elle sort aujourd'hui avec Pharrell, demain elle sort avec Charles et ainsi de suite. Et tous ces hommes-là sont les pères pour ses enfants. Et c'est un problème. Non, c'est pas contre voilà les prénoms de l'heure. Alors, c'est une mauvaise chose, monsieur Ngachou. Il faut prendre le temps d'asseoir véritablement la relation avant de présenter un homme à votre femme. Ça, c'est la première erreur que cette femme a commise. Elle n'aurait pas dû. Et moi, je suis d'accord lorsque Karine dit que vous ne devez pas trimballer votre enfant comme ça. C'est pas sérieux. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on gronde l'enfant, mais il faut qu'on gronde l'enfant pour une bonne raison. Ne vous levez pas, vous allez me brimer l'enfant parce que l'enfant est en train de jouer. Est-ce que vous savez qu'à 6 ans, l'enfant développe encore une certaine motricité? Conséquence, l'enfant est obligé de bouger tout le temps. C'est obligé que l'enfant bouge tout le temps. On ne peut pas empêcher un enfant à cet âge parce qu'à l'âge là, l'enfant continue de découvrir le monde. Si la mère ne reprime pas l'enfant, Dominique Audrey, parce que l'homme fait le constat que la mère ne reprime pas suffisamment l'enfant pour l'encadrer. Et puis il interpelle la maman quand même, Dominique. Monsieur Ngachou, oui. Si votre enfant passe le temps à marcher pieds nus, alors qu'on lui a précédemment dit de porter les babouches, lorsqu'on est en dehors de la maison ou bien qu'on enlève lorsqu'on entre dans la maison, là vous pouvez brimer l'enfant. Ne brimez pas l'enfant parce que l'enfant sort pour aller jouer avec l'enfant de la voisine. Ne brimez pas l'enfant simplement parce que l'enfant veut s'asseoir à côté de sa mère. Ce qu'il va réussir à faire, c'est traumatiser cet enfant. Cet enfant sera renfermé et ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à encadrer un enfant, Dominique? Ça commence dès les premiers jours. Très bien. Ça commence dès les premiers jours parce que ça se voit même avec les bébés. Vous savez que malheureusement, les grands disent, l'enfant, si on ne le porte pas, il ne dort pas, il va pleurer tout le temps. Vous laissez cet enfant pleurer. Il va apprendre qu'on ne va pas le porter tout le temps. Donc ça commence dès le départ. Maintenant, il y a une façon d'éduquer les enfants par rapport à l'âge également. Avec l'enfant, si vous utilisez une sorte de violence quand l'enfant est petit, l'enfant ne comprendra pas.
l'enfant ne comprendra pas. S'il estime que l'enfant bouge trop, il y a des exercices. Il y a une façon de canaliser l'énergie de l'enfant. À 6 ans, les enfants peuvent faire les arts martiaux. Les enfants peuvent commencer à faire la course. Donc, s'il estime que l'enfant bouge trop, qu'il trouve le moyen de canaliser cette énergie et non de faire pleurer l'enfant. Moi, je ne peux pas accepter qu'il fasse pleurer mon enfant pour rien. Je ne peux pas accepter. Vraiment. Alors, En une seconde, l'homme n'est pas venu directement sur l'enfant. Il dit à la mère, je crois que, je pense que, j'estime que. Très bien. Il a brimé Non, il directement. gronde l'enfant. Non, il n'a pas brimé l'histoire. L'histoire nous dit qu'il gronde l'enfant. Il gronde. Reste Mais j'ai là-bas. dit oui, il n'a pas commencé. Il a dit à la femme. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? L'histoire, c'est l'histoire qu'on suit. Bon, permettez-moi. Est-ce qu'en tant que l'homme qui partage la vie avec cette fille, il n'a pas le droit de dire à l'enfant, bébé, range-toi? Bah, sauf qu'il ne dit pas bébé, range-toi. Non. Il a le droit de le faire. Mais Laissez-moi maintenant, terminer, ma fille. Et c'est pour vous. Ok. Ce n'est pas, ces choses sont écrites. D'abord, vous accouchez avant le mariage, ce n'est pas votre enfant. C'est l'enfant de votre papa. sauf que la Si vous n'avez pas de père, sachez-le. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez un homme dans votre vie, appelez cet homme à vous aider à élever cet enfant. Et c'est ce que cet homme a fait. Il dit, ma chérie, cet enfant Vous, la femme, comme vous avez dit tout à l'heure, quand l'enfant pleure déjà même à 3 mois, on dit non, laissez-le coucher. C'est la même chose. À 6 ans, elle t'accompagne vers la vaisselle. Elle t'accompagne. Ce n'est pas l'homme qui imprime. Donc l'homme attire l'attention de la femme en disant, je vois qu'elle joue. Donc tu l'amènes à la cuisine, elle commence à t'assister. Laver la vaisselle et lui écarter des choses pointues. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça se fait. Vous faites ça autrement, tant pis. Ça semble pas être bien. On n'est pas là pour les convaincre. On est là pour leur dire ce qui est. Vous ne faites pas de cette manière. Ils vont commencer. Le problème qui se pose maintenant, vraiment, les familles monoparentales, ce n'est que même les familles recomposées, vraiment, c'est difficile. Donnons la possibilité, Bonbon Benga, donnons la possibilité aux téléspectateurs de nous dire ce qu'ils pensent de ce sujet. Quelle est l'inspiration que ça vous renvoie ce matin? Quel conseil donner à la fille ou encore même au garçon? Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour protéger l'enfant, l'encadrer en même temps? Nous attendons vos suggestions, madame, messieurs, en nous écrivant rapidement sur Facebook, rapidement là, sur 10-12, le Zénith, ou encore laissez-nous un commentaire pour ceux qui nous regardent en direct sur le fil d'actualité Facebook avec Equinox Télévision. Merci de rester des nôtres. Madame, messieurs, allons rapidement revoir ce matin ce que nous propose Charles Hamel Mbathiou dans le cadre de la colère. Et la colère de Charles Hamel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question des vaccins. Je m'interroge sur la question de l'importance des vaccins dans le secteur de la santé. Les vaccins sont devenus un sujet de société qui, depuis près de 20 ans, divise et crée la polémique dans le monde. Le nombre de campagnes vaccinales initiées en Afrique ces dernières années soulève de nombreuses questions d'ordre à la fois médical et scientifique, mais aussi d'ordre légal et éthique. Est-ce vraiment le plus urgent pour ces pays, les vaccins? N'y a-t-il pas d'autres postes plus aigus qui pourraient bénéficier de tout cet argent qu'on débloque chaque année pour ce qu'on a baptisé pour le Cameroun les programmes PEV, programmes élargis de vaccination? Beaucoup d'argent sont engloutis dans les campagnes de vaccination. L'Afrique a-t-elle véritablement, et le Cameroun, besoin des vaccins? Point d'interrogation. Coronavirus nous a aidé à comprendre qu'aujourd'hui, il faudrait que les Africains pensent à créer l'Union africaine de la santé. Pour y voir clair, ces vaccinations pratiquées sur des organismes déjà très affaiblis et dénutris ne peuvent-elles pas faire pire que de bien et ne participent-elles pas à l'émergence des maladies chroniques nouvelles en Afrique? Les populations africaines, souvent peu lettrées,
bénéficie-t-elle d'informations suffisantes sur les bénéfices et les risques des vaccins? Point d'interrogation. Bien qu'ils aident à sauver de nombreuses vies, les vaccins n'ont pas que des avantages. Des réactions de l'organisme ou le rôle de certains adjuvants peuvent priver certaines personnes des bienfaits des vaccins. Comment comprendre que la question du vaccin se pose désormais avec acuité en Afrique, comme s'il était absolument obligatoire de se faire vacciner pour vivre? Comment comprendre qu'alors que la vaccination est en baisse dans l'ensemble des pays européens, elle est plutôt en hausse, et je pèse mes mots, en hausse en Afrique et particulièrement au Cameroun, où l'on oblige systématiquement les enfants et adultes à se faire vacciner? Comment comprendre que l'Afrique qui reçoit les vaccins est 2 fois plus malade encore qu'avant l'introduction des 10 vaccins? Chance ou malédiction? Savez-vous qu'effectivement, un vaccin peut représenter un facteur déclenchant d'une maladie auto-immune sous-jacente car il touche le système immunitaire? Allez interroger toutes les revues scientifiques, allez interroger tous les livres parus entre 1980 et 2000 pour comprendre la remise en question de nombreux types de vaccins. Comment comprendre que le reste du monde s'interroge désormais sur la question du papillomavirus, notamment un produit qu'on utilise pour vacciner les enfants, les jeunes filles contre les cancers du col de l'utérus? Et que dire de la vitesse avec laquelle cela se reproduit, cela se présente en Afrique? Personne ne sera étonné d'apprendre que le secteur de la santé est dans un triste état au Cameroun. On parle du vaccin contre le choléra, mais le choléra atteint des pics énormes au Cameroun. Pourtant, on semble se protéger. Rappelons-nous de 2011 pour voir ce que le choléra avait fait. Quelle est la base? Mieux les besoins sur lesquels sont orientés les programmes de vaccination. Sans vouloir jouer l'avocat du diable, savez-vous que ces vaccins n'ont pas que des avantages? Savez-vous qu'ils provoquent dans certains cas des troubles neurologiques souvent difficiles à différencier d'une maladie survenant indépendamment de la vaccination? Par exemple, une encéphalopathie après le vaccin de la coqueluche ou le vaccin de la rougeole, ou une paralysie après administration du vaccin poliomyélitique buccal, qui est un vaccin vivant atténué. Dans certains cas, ils peuvent entraîner les vaccins d'autres manifestations, neuropathie, paralysie faciale ou névrite optique décrite généralement après le vaccin contre l'hépatite B. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes et les revues qui en parlent. Des atteintes articulaires qui se traduisent par des antalgies, des arthralgies, après, par exemple, les vaccinations rubéoliques. Savez-vous qu'alors qu'on utilise encore l'association vaccin hydroxyde d'aluminium, qui est susceptible de provoquer chez certains individus des réactions immunitaires avec des troubles musculaires ou neurologiques durables? L'Afrique a-t-elle véritablement besoin des vaccins lorsqu'on vient de découvrir le cormote, lorsqu'on sait qu'on utilisait les infusions, lorsqu'on sait que bien avant, on prévenait la typhoïde, on prévenait même les diarrhées chez les enfants? Avons-nous encore besoin de cela? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Alors là, c'est très compliqué ce matin parce que quand on a 3 points d'interrogation et 4 points de suspension à la ligne, c'est dire que la colère, elle est très forte. Et lorsque Charles Amemba te touche, la question des vaccins en Afrique, il est évident de reconnaître que les big pharma, ce qu'on appelle aujourd'hui les firmes internationales investies dans les produits pharmaceutiques, il y a quand même des preuves à travers des documentaires, à travers des témoignages de ce que des gens en souffrent aujourd'hui. Moi, je me souviens personnellement de ce que nous avions connu, peut-être pas moi, mais des proches, pour ceux qui sont nés dans la décennie 70. Et il y avait à l'époque ce qu'on appelait le Kili-Mars. Et on sait exactement ce que le Kili-Mars a fait à plein d'enfants qui aujourd'hui sont handicapés. Je voudrais au passage saluer tous ceux qui, très jeunes, ont souffert des effets du Kili-Mars. Finalement, c'est des vaccins préventifs. Mais est-ce qu'on devrait y rester? La question est posée. Et on va mieux comprendre ça ce matin. Sur la base, effectivement, des questions que Charles Hamel a laissées à notre portée. L'importance des vaccins en Afrique. Bonbon Bengan. Place importante, oui ou non? Qu'on ne dit surtout pas, parce que ce matin, on sait que le ministère doit nous regarder. Le ministère de la Santé publique doit nous regarder. Et qu'on ne dise pas qu'on est en train de faire une campagne
qui amènerait les gens à ne pas se rendre dans les hôpitaux, mais simplement se poser des questions à savoir, est-ce que les vaccins, véritablement pour nous Africains, c'est important aujourd'hui? Justement, la question mérite d'être posée. Que ça crée des conflits diplomatiques ou pas? Il faut bien se dire, est-ce que la médecine moderne, dite moderne ou occidentale, soigne? Aujourd'hui, on parle de parler des vaccins. Il y a des produits qu'on demandait aux femmes, que tous les gynécologues, tous les médecins prescrivaient aux femmes quand elles avaient des règles douloureuses. Ibuprofène. Et s'est rendu compte par la suite que ça crée la stérilité chez les femmes. Est-ce qu'ils ont dit, vous avez déjà entendu un rapport médical, un médecin vous dire que nous avons rendu des femmes africaines stériles? Ils ne le diront pas. Certains de nos mamans, nées entre 1945 et 1955, beaucoup d'entre elles souffrent de cancer du col. C'est dû à quoi? C'est dû au vaccin qu'on leur a administré entre les années 60 et 70 à l'école. Parce qu'on imposait. Et pourquoi on impose? Parce que dans leur pratique, je parle du système des Nations Unies, on expérimente les vaccins, les médicaments aux animaux. Est-ce que l'Africain ou l'Africain est même un être humain? Est-ce que ce n'est pas un animal sur qui on expérimente des recherches? C'est là le problème. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Et je termine pour vous dire que la question mérite d'être posée. Un auteur américain qui s'appelle Jerry Mendes, dont les propos ont été repris par Jean Ziegler dans Les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur résistent. Ce livre est apparu chez Fayard en 2002. Il a repris les propos de Jerry Mendes en ceci. McNamara a tué plus de gens, plus d'êtres humains à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était, en tant que ministre de la Défense des États-Unis, préposé au massacre du Vietnam. Vous voyez, un ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui a fait la guerre du Vietnam que tout le monde connaît. On vous dit, quand il est devenu président de la Banque mondiale, il a tué plus de personnes à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était ministre de la Défense, il a fait la guerre. Donc c'est cette analogie pour vous dire qu'en fait, le système des Nations Unies est un système qui tue. Qui tue. Et la médecine est le lieu par excellence d'assassinat des Africains. Je dis bien, je pèse mes mots. Le système des Nations Unies utilise la santé comme la méthode par excellence d'assassinat des êtres humains. Ce n'est pas, tout le monde le sait, les médecins qui sont là le savent. Ils le savent. Parce que ce qu'on appelle vaccin, aujourd'hui, prenons le cas qui nous concerne. Il y a plus de décès en Occident qu'en Afrique. Pourquoi n'expérimente-t-on pas des vaccins, le Covid-19 chez eux? Vous voyez le président le directeur général de l'OMS vient dire, oh, il risque d'avoir plus de décès en Afrique, vraiment, et essayons de stopper ce qui risque. Mais oui, et vous qui mourrez là-bas alors? On est arrivé vraiment sadique et civique en disant, bon, laissez les populations européennes mourir, mais empêchons les Africains de venir ici chez nous. Et comment empêcher les Africains de venir? En allant les tuer sur place. Donc, en fait, cette question mérite d'être posée et aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Il faudrait que nous ayons, parce que nos chefs d'État perpétuent le comptoir colonial, il faudrait que nous ayons des chercheurs et des médecins, j'allais dire, qui se révoltent contre le système de prédation du monde. Très bien. Qui vous disent non, l'Afrique n'a pas besoin de vaccins qui viennent de l'Occident. Bonbon Bengal le dit très bien, l'Afrique n'a pas besoin de vaccins qui viennent de l'Occident. Mais nous allons quand même nous tourner vers Dominique Audrey pour comprendre également son appréciation. On sait aujourd'hui, Dominique Audrey, que l'Afrique vit entre guillemets dans ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que pauvreté encore, je pense que c'est un état d'esprit. Tout le monde ne se voit pas pauvre. On peut ne pas avoir de l'argent, mais on n'est pas pauvre. Mais maintenant, le combat qui est entre la pauvreté, si vous voulez, le développement de l'Afrique et le vaccin aujourd'hui, le plus urgent, c'est quoi, à votre avis?
C'est un peu compliqué la question que vous me posez parce que pour pouvoir... Juste votre avis, Dominique. Oui, justement. Pour pouvoir se développer, on a besoin d'être en bonne santé. Et la question que moi je me pose, c'est est-ce que notre santé passe forcément par ces personnes-là qui nous donnent ce vaccin-là? Moi, je ne pense pas. Le Cameroun est doté de scientifiques parce qu'à la base, le vaccin, c'est une bonne chose. Ça permet de stimuler les défenses immunitaires contre un mal. Mais moi, le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas un système de santé ou bien des agents de santé capables de nous authentifier de la qualité de ces vaccins qu'on nous donne. Père Mbomboka parlait, par exemple, de ce médicament qui a causé la stérilité chez un bon nombre de femmes. Pourquoi, dans nos pays africains, on n'a pas pris la peine préalablement de tester ces produits-là avant de permettre que nous autres, nous en consommions? Donc, oui au vaccin, mais les vaccins que nous-mêmes, nous pouvons produire ici. Je crois que c'est ça la préoccupation. Vous allez vous rendre compte que même dans certains pays européens, avec le vaccin notamment de la grippe, il y a eu des controverses parce qu'ils ont estimé que le vaccin qu'on leur a produit là-bas pouvait ne pas être de bonne qualité, ça avait été produit trop rapidement. Donc même chez eux là-bas, il y a des doutes qu'ils émettent au sujet de ces vaccins. Mais malheureusement ici, nous on prend tout. On est tellement dépendant que récemment, on parlait de cas de bébés qui n'ont pas pu être vaccinés contre la tuberculose. On a été obligé d'attendre. Comment si on tape sur Internet, vraiment, le procédé de constitution, de fabrication d'un vaccin, c'est disponible. Donc, je suppose que nos scientifiques ici savent comment ça se passe. Mais pourquoi on n'en fait pas ici chez nous? Pourquoi attendre qu'on nous envoie un poison ou bien qu'on nous teste comme des cobayes? Bon, en même temps, il y a un protocole pour avoir des vaccins, Dominique Audrey. Il y a encore... Mais est-ce que vous pensez que ces gens... Ils connaissent ce protocole? Non, effectivement, c'est dit que si le protocole est occidentalisé et qu'on vous le renvoie en Afrique, au Cameroun précisément, et que vous l'appliquez, il n'y a aucune différence. Monsieur Ngachou, oui, Dominique Audrey. Ces chercheurs qui, entre guillemets, mettent sur pied les protocoles n'inventent rien. La preuve, si on prend le cas de Madagascar, ils n'ont pas eu besoin d'attendre le protocole qui vient d'ailleurs, ils ont décidé de prendre les devants et c'est ce qu'on demande à tous nos chercheurs de faire. À un moment, il faut se lever et dire, ok, c'est bon, nous aussi, nous sommes allés à l'école, on a appris la même science, entre guillemets, donc on va essayer. Il faut d'abord essayer avant d'échouer. Très bien. Karine Sontia, il faut sauver justement les Africains. Le vaccin est-il important pour les Africains? Aujourd'hui, on parle de Covid-19. D'ailleurs, Mbombo Mbengan a fait le rapprochement. Le Covid qui sévit, qui tue brutalement en Occident. Et que récemment, on s'en souvient que la sortie du professeur Mira qui a proposé sur LCI que des tests de vaccins contre le Covid soient être faits en Afrique avant même de se retourner. Concrètement, votre avis, un vaccin en Afrique, oui ou non? Alors qu'on sait que depuis que les vaccins arrivent, ça ne résout forcément pas le problème. Depuis qu'on vaccine là, vous avez entendu, il y a un vaccin contre le paludisme. Non. Pourquoi c'est la maladie là qui continue à tuer les gens et il ne faut pas vacciner? Le paludisme, vous dites bien. Posez-vous la question. Puisqu'on nous dit que le paludisme tue en Afrique plus que le Covid-19, que c'est le paludisme qui est la première maladie la plus meurtrière en Afrique, pourquoi ne pas se presser pour mettre sur pied un vaccin contre le paludisme que de nous vacciner contre la tuberculose, par exemple? Pourquoi s'attarder sur des maladies qui n'ont pas autant d'impact que le paludisme? C'est des questions internationales parce qu'en dehors du vaccin contre le paludisme, si on arrête, si on commence à faire des vaccins contre le paludisme, qui va acheter tous les antipaludiques? Ça va rester où? Il faut acheter des médicaments. Il faut que tous ces médicaments-là continuent de sortir. Et ce n'est pas vous qui les fabriquez. Donc vous n'avez pas besoin du vaccin. Vous ne fabriquez pas le vaccin. Vous ne fabriquez pas les médicaments en comprimé ou en gélule, n'importe quoi. Donc vous devez continuer à consommer. Il va de soi que vous devez vous protéger aussi puisque vous avez peur de mourir. L'administration d'un vaccin permet de stimuler le système immunitaire tel que Dominique Audrey l'a dit. Et la composition du vaccin, dans la composition du vaccin, il y a un élément sensible, l'aluminium. J'ai envie de poser une question. Du sel d'aluminium qu'on injecte dans l'organisme. Non, pas de l'hydroxyde d'aluminium. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Mais ça reste ici. Poursuivez. Voilà. Et ce sel d'aluminium a des conséquences néfastes sur l'organisme. C'est vrai que dans les recherches que vous allez faire, on va vous dire que non, ça donne des petites fatigues, des petites douleurs musculaires, articulaires, quelques troubles cognitifs et tout. Mais que non. Parce qu'il peut
être injecté dans un individu qui a d'abord une défense immunitaire naturelle très faible. Très faible. Qu'est-ce qu'il fait dans cet organisme? Qu'est-ce qu'il fait? Il le bousille. Il bousille tout. Puisque dans le vaccin, il existe une fine partie du virus qu'on veut tuer dans votre organisme. Donc, on permet à votre organisme de développer des défenses immunitaires à partir du virus qu'on veut tuer. Vous voyez? Donc, au final, si on injecte ce virus dans votre organisme et que votre organisme n'a pas assez de défense naturelle pour pouvoir combattre, ce virus-là va vous tuer et les composantes autres qu'on a introduites dans le vaccin vont aussi affaiblir votre organisme. Donc, ne soyez pas surpris qu'on injecte le BCG à quelqu'un et puis il devient faible et arrête de marcher et ne marche pas sur un enfant, et plus tel enfant ne marche pas parce qu'on a injecté le BCG sur lui. Ne vous inquiétez pas de cela. Il y a des personnes aujourd'hui, on n'a pas encore réussi, les Africains n'ont pas encore réussi à démontrer que les vaccins ont des effets secondaires sur les patients parce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'on nous montre qu'un vaccin peut pousser des gens à réfléchir autrement. Quand j'entends Karine Sonti dans son argumentaire, Charles Amel Bachou, je me demande bien, avant l'arrivée effectivement du blanc, entre guillemets, on va dire de l'occidentalisé, entre guillemets, on a eu des aïeux qui ont vécu des millénaires d'années avant nous pour remonter jusqu'à l'Égypte. On n'avait pas de vaccin. On faisait quoi avec? Alors, est-ce qu'on en mourait? Moi, je m'appelle Michel Ngachou. Mon grand-père, bien connu à Banganté, s'appelait Michel Ngachou, catéchiste, bien connu. Il est mort à plus de 100 ans et il me le disait tout le temps, je n'ai jamais eu un quelconque vaccin. Alors, il vivait bio, il mangeait bio, il a vécu, on l'a vu. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se demande pas, c'est quoi l'entourloupe dans lequel nous sommes investis aujourd'hui, nous les Africains? Mais on est en train, c'est vous qui parlez de Big Pharma. C'est de l'argent frais, liquide, qui circule. Rappelez-vous, en 2011, on a injecté au Niger, et les gars du Niger nous regardent, en 2011, pendant près de 2 ans, on a injecté aux Nigériens le vaccin contre la méningite. En fait, ils pensaient que c'était le vaccin contre la méningite. C'était de l'eau. Simplement. C'était de l'eau. Mais je vois des frappés sur tous les moteurs. C'était de l'eau qu'on injectait aux populations du Niger. Mais imaginez à combien on avait payé. Après, l'OMS a fait un communiqué dans lequel on dit non, c'était des vaccins trafiqués, contrefaits, tout cela. Mais lorsque vous regardez les cargaisons qui ont été arrêtées à la fin, ça provenait de certains pays, donc il y a les stampilles encore. Vous voyez ce qu'ils ont appelé une campagne de vaccination. La plus grande campagne de vaccination après Santé pour tous en l'an 2000, donc dans les années 86, 88, on lance donc, vous parcourez l'encyclopédie Universalis, ce qui fait frapper 1988, vous allez vous rendre compte qu'après la campagne de vaccination contre la polio en Afrique, on a eu plus de 300% de cas en termes d'augmentation. Après les vaccinations. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui se retrouvent à prendre 10 doses parfois du vaccin contre la polio? Ils prennent à l'école, ils prennent au quartier. Après on les déplace pour les congés, ils se retrouvent au village, on a déclenché, ils reprennent. Mais oui, il faut le dire, monsieur. On va le dire justement, Charles Mbachou. Respectons également le synopsis. On marque une pause, madame, monsieur, et on se retrouve et on intervient. Pourquoi voulez-vous salir celui qui est propre? La flamme de Dieu, personne ne peut l'éteindre. Ah oui, personne. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Loga, je ne mourrai pas, oh, je vivrai, oh. J'attends l'arrivée du Seigneur pour être béni. J'attends l'arrivée du bon Dieu pour être choisi. J'attends l'arrivée de Jean-Baptiste pour être baptisé. J'attends l'arrivée de Jésus pour être sauvé. Chiroyoko, les Tantakita, les frères, écoutez-moi ça. Emmanuel Ramo, mon frère à Christ, on n'a pas d'après ta Bible. Il faut des prières. Car le diable n'est pas la prière chasse le diable. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Loga, je ne mourrai pas, oh, je vivrai, oh, et j'attends l'arrivée du Seigneur pour être béni. J'attends l'arrivée
J'attends l'arrivée de Jéhovah pour être sauvé. Il a un château Pampa. Honorable Célestin Ketchaba, opérateur économique. Dans la chambre du bébé, il nous faut un berceau, une pince, des bandes et un pack kidou. Donc je disais un pack kidou. Kidou? Kidou! Kidou!